Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission, le kiosque. Aujourd'hui, nous avons avec nous Valérie Viantalorio. Bonjour Valérie, comment ça va? Moi, ça va, très bien. Après une journée à l'école avec mes élèves, ça va très bien aujourd'hui, ça va. Très bien. Bonsoir Michel, rédacteur en chef du journal Justice, 1920-2020. Ça va? Ça va, un petit peu grippé, mais ça va. Avec une coupe, on dirait que tu as rafraîchi un peu la tête, non? Tout à fait. Tout à fait. Ouais. D'accord, très bien. Ouais. Bonsoir Mathieu, comment ça va? Bonsoir, ravi d'être parmi vous et bonsoir à tout le monde sur le plateau, bien sûr à l'ensemble des téléspectatrices et téléspectateurs. Et en tout cas, je suis ravi et je remercie d'ailleurs tous ceux qui au quotidien m'encouragent, me disent un petit mot et me parlent de l'émission aussi. Donc en tout cas, merci à tous ceux qui nous suivent au quotidien. En tout cas. Merci Mathieu. Bonsoir Karine. Bonsoir Mano, bonsoir à Valérie, à Michel, à Mathieu et à toutes celles et ceux qui nous regardent. Très bien. Donc aujourd'hui, nous avons un sommet important, enfin conséquent, mais nous allons commencer par quelque chose qui n'a pas été prévu dans le sommaire, c'est, puisque nous avons avec nous Valérie Viantalorio, on va lui parler de... Il y a une suppression de postes en Martinique. Oui. Puisque toi, tu es syndicaliste, je le rappelle. Oui, tout à fait, syndicaliste de l'Éducation nationale. Il y a des suppressions. Bien évidemment, il y a eu un renfort de communication du ministère sur l'absence de suppression des postes qui est décidée. Il est vrai, et nous ne revenons pas sur les chiffres, qu'il y a une vraie baisse démographique en Martinique. Cependant, derrière ça, il y a des suppressions. Il y a 49 suppressions dans le second degré, il y en a 21 dans le premier degré. Donc ça fait encore du personnel en moins, des adultes en moins dans nos établissements scolaires. Et nous, on considérerait que ça aurait été l'occasion, avec cette baisse démographique, de faire mieux, avec plus de moyens, avec nos élèves, avec moins d'élèves dans les classes. Et ce n'est pas le choix de l'État. On s'est bien rendu compte ces dernières semaines qu'on a besoin de plus d'éducation. Il y a une augmentation depuis la rentrée scolaire de septembre, une augmentation des faits violents dans les établissements scolaires qui sont de plus en plus médiatisés. On en a beaucoup parlé ces derniers temps et pourtant la centrale, sa seule obsession, ce sont les économies budgétaires. Bien évidemment, il y a des académies qui gagnent des postes parce que leur situation en termes de démographie n'est pas exactement la même que la nôtre, mais il y a une vraie difficulté dans nos établissements scolaires. Bien évidemment, Madame la rectrice a fait aussi beaucoup de communication en disant qu'elle améliorait le taux d'encadrement, etc., avec tout un argumentaire qui est basé sur des chiffres. Et j'ai pour habitude de dire que on ne travaille pas sur du stock, on travaille sur de l'humain. Donc les chiffres et les moyennes ne veulent pas dire grand-chose. Parce que quand on a une moyenne, quelque part, on dit que la moyenne dans une classe, ça veut dire que dans une autre, il y a beaucoup plus d'élèves. Et puis dans une autre... Et ce n'est pas aussi simple que ça, que de n'utiliser que ces chiffres-là, puisqu'on peut tout faire dire aux chiffres. Donc nous, on milite pour plus d'éducation. On a eu déjà des réunions avec avec la secrétaire générale, puisqu'on a le CSA lundi, et c'est évident que le CSA sera bien évidemment un moment difficile, puisqu'il n'est pas question pour nous d'accepter les suppressions de postes. Michel, qu'est-ce que tu penses de ça? La rentrée prochaine, il y a des postes de supprimer. Alors en France, on parlait de 4000, mais ici... 70 bon, cela, c'est une des illustrations de la politique d'austérité. Ouais. Bon, alors, la Libye qui est avancée depuis plusieurs années, concernant la Martinique, c'est le déclin démographique de notre pays. Bon, qui atteint maintenant le primaire. Bon. Donc, il faut écouter les enseignants qui expliquent qu'on devrait profiter de cette situation pour renforcer les moyens et l'encadrement des jeunes, de donner plus de chance à la jeunesse d'accéder au savoir. Et accéder au savoir, accéder à l'emploi. Parce que tous les économistes font un lien entre le savoir, les diplômes, contrairement à ce qu'on dit, et l'emploi. Bon, par conséquent, un des facteurs de chômage et donc d'émigration
c'est précisément l'absence de formation. Donc c'est ça. C'est un défi qui dépasse simplement l'école, mais il dépasse l'ensemble de la société. Alors j'ai présenté Valérie Viotard-Loyo en disant qu'elle était syndicaliste, mais elle est aussi enseignante. Oui, bien sûr. En tout cas, chez nous, en tout cas, à la FSU, il n'y a aucun enseignant complètement déchargé. On a tous nos classes parce qu'on considère que c'est important de savoir de quoi on parle, d'être sur le terrain, de subir les réformes, de parler à nos collègues pour pouvoir être en capacité de les défendre. Donc, en tout cas, au SNES et à la FSU, il n'y a pas de personne qui soit totalement déchargée. Même ceux qui sont au niveau national. Sophie, que tu as déjà reçue ici, Sophie Vénétité, elle a aussi 4 classes de seconde et elle travaille aussi devant ses élèves. Très bien. Mathieu, ton avis sur ça? Sur le sujet, c'est un sujet qui revient chaque année, malheureusement, puisqu'on nous met en face la baisse démographique à chaque fois. Et ce que je regrette, c'est qu'on ne prend pas en compte d'autres critères. C'est-à-dire qu'on entend à chaque fois les différents recteurs ou la rectrice là qui se succèdent dire oui, il y a une baisse démographique, vous avez un bon taux d'encadrement, etc., qui est voire supérieur à certains territoires et nous compare notamment à ceux de l'Hexagone. Mais on a d'autres critères qui ne sont pas les mêmes. Taux de chômage, taux de famille monoparentale, etc., etc. Et c'est dommage qu'on ne prend pas en compte ça. Et on ne prend pas en compte non plus les examens qui sont devenus, qu'on retrouve dans certains, que ce soit dans le secondaire, mais aussi au niveau du primaire, sur la lecture, par exemple, de nos jeunes, etc. Et on voit qu'on est véritablement, malheureusement, en retard par rapport aux chiffres de l'Hexagone. Mais on ne prend jamais en compte ces critères-là pour pouvoir dire, eh bien non, mais là, on augmente le taux d'encadrement pour pouvoir réussir à faire basculer la chose et faire qu'une priorité, que nos enfants puissent s'améliorer dans la lecture, dans les mathématiques, etc. Et par rapport au niveau national, malheureusement, nous sommes toujours, à ce qu'on retrouve à l'Hexagone, dans les chiffres, nous sommes toujours malheureusement en retard et je trouve qu'on ne met pas les moyens nécessaires à ce niveau-là pour permettre à nos jeunes de vraiment se développer, s'épanouir dans un contexte difficile. Parce que maintenir que des enseignants, parce qu'en disant qu'il y a une baisse démographique, donc on diminue systématiquement. Là, la Martinique, c'est 70, la Guadeloupe, je crois que c'est 79 cette année. Oui, on a une baisse démographique, mais malheureusement, on a d'autres critères, chômage, violence, etc., qu'on ne prend pas en compte pour l'avenir et l'éducation de nos jeunes. Donc, ce qui fait que je suis un peu contre cette baisse systématique du nombre d'enseignants. Avant que Karine n'intervienne, je voulais juste dire quelque chose, excuse-moi Karine, mais je voulais juste dire quelque chose. Il faut véritablement que les téléspectatrices et les téléspectateurs comprennent que quand il y a une suppression de poste, il y a des conséquences directes sur les jeunes enseignants qui ont passé le concours, qui ne peuvent pas rentrer sur l'académie. Donc, il y aura encore des difficultés parce que beaucoup de nos lauréats au concours, une fois qu'ils ont fait leur stage, puisqu'il y a 1 an de stage, au bout de leur 1 an de stage, ils ne pourront pas rentrer dans l'académie puisqu'il y a des suppressions de postes. Il y a des vraies conséquences. Forcément, c'est les académies d'extension, c'est Paris, Versailles, Créteil. D'accord. Ils doivent rester combien de temps là-bas avant de retourner un jour au pays? La chose est que plus on supprime des postes, moins ils ont de chances de rentrer. Il n'y a pas de nombre d'années. Ouais. Il faut vraiment comprendre ça, qu'il y a des conséquences à ces suppressions de postes sur nos jeunes, sur lesquels on a investi, parce qu'ils sont allés à l'école, parce que ce sont des dépenses pour tout le monde, pour le collectif en fait, et que ces jeunes ils ne peuvent pas rentrer chez eux, et c'est le diable qui se mord la queue parce que ils peuvent pas faire d'enfants chez eux, et la démographie baisse, et je crois qu'il devrait y avoir, en tout cas dans tous les ministères, des plans pour pouvoir faire revenir des Martiniquais chez eux, pour pouvoir leur permettre, parce qu'ils sont jeunes en général, et qu'une fois qu'ils ne sont pas nommés dans l'académie, ils sont ailleurs, ils font leurs enfants ailleurs, ils les élèvent ailleurs, etc. Et que les problèmes démographiques ne peuvent pas se régler quand les jeunes ne peuvent pas rentrer chez eux. Très bien. Karine, sur ça? Eh bien, je vais être dans la continuité de ce que Valérie a soulevé. Très souvent, on parle de chiffres. On interprète avec les chiffres, les chiffres peuvent très bien aller en nous arrangeant comme dans l'autre sens. Le souci, c'est qu'on a affaire à des humains et qu'on ne peut pas préparer la nouvelle génération. On ne peut pas se dire que telle génération qui arrive, on a parlé de la génération Z et des autres générations qui viennent après. On ne peut pas préparer ces générations-là à la vie active dans des conditions dégradées. Donc, il faut faire avec son temps. Il faut remettre l'humain au cœur des stratégies capitalistes de la façon de gouverner.
parce que l'État réagit avec la société française comme si on gérait une entreprise, en fait. Et l'humain est substantiel, alors qu'en fait, non. C'est pour ça que l'État français, au niveau de toutes les institutions, le fonctionnement est discutable, la cohésion sociale est dégradée, et malheureusement, ce sont des choses que l'on perd dans la durée, et c'est un cataclysme. Donc, on ne peut pas fabriquer une nation, on ne peut pas avoir une cohésion entre les citoyens dans ces conditions-là. On a besoin de remettre l'humain sur tous les plans, dans les priorités, y compris pour les enfants qui sont les plus fragiles avant les personnes âgées. Et si on ne perçoit pas cette nécessité-là, parce qu'on reconnaît une société, une civilisation à sa capacité à répondre aux besoins des plus fragiles, que ce soit les enfants ou les adultes. On a besoin de remettre de l'humain dans nos considérations et pas uniquement l'argent. Très bien. Alors, le R, 2 jours de procès, on n'a toujours pas, nous sommes jeudi soir, je le rappelle, hein. Donc, il n'y a toujours pas encore de délibéré, enfin pas de délibéré, oui, c'est ça, oui, délibéré, c'est demain vendredi. C'est demain vendredi. Mais 2 jours de procès, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'on peut parler, je ne vais pas dire acharnement, c'est pas ça, mais enfin quand même 2 jours de procès et toujours pas de délibéré. Michel, on commence par toi. Bon, moi je ne me le prononce pas, j'ai pas... Ce que j'ai noté à travers les comptes rendus de presse, c'est qu'il y a eu un exposé assez détaillé du côté du parquet, du côté du ministère public, des reproches qui sont faits à Auduc Petitot, et on a écarté dans un premier temps, on a renvoyé les autres qui étaient accusés, c'est-à-dire les Aude Goussard et Gladys Rouget, ainsi qu'un autre gars, on ne me rappelle plus le nom, Mario. C'est pas ça. Bon, ça a été renvoyé. Bon. Et d'autre part, il y a les avocats dont le collectif a augmenté d'ailleurs, hein, d'après ce que j'ai compris. Les avocats ont développé leurs arguments. Bon, bien. Alors, ils ont apporté des éléments, ils ont apporté des documents, disent-ils. D'après ce que j'ai compris, ils ont apporté également des vidéos pour contester la version officielle, la version de l'acte. Bon. Alors moi, je fais 2 choses. Enfin, je distingue 2 choses. Je distingue d'une part les incriminations. En particulier intrusion dans la résidence préfectorale, et puis la légitimité du combat sur la Bichère. Je distingue les 2 choses. Yeah. Alors les avocats, bien sûr, disent que c'est la légitimité du combat contre la Bichère qui est contestée à travers ce procès. Bon, il me semble qu'il faut faut distinguer les deux choses. Maintenant, attendons la décision et surtout les motivations. Parce que quand il y aura un délibéré, on ne peut pas prendre une décision sans la motiver, sans argumenter en disant voilà, nous prenons telle décision pour telle raison. Donc, voilà. Donc, il paraît que c'est repoussé à samedi, je crois. Vendredi, demain. Vendredi. Bon, voilà. On attend. Alors, même question pour toi. Et puis, est-ce qu'on peut, en plus, je rajoute, est-ce que c'est un combat, un procès politique? Parce que c'est vrai que j'entends ça souvent aujourd'hui, c'est un procès politique. Est-ce que c'est vraiment ça qui est en jeu là en ce moment? Moi, je crois que Michel a tout dit. Il faut qu'on attende un petit peu de voir ce qui va se passer. Moi, je crois qu'il y a la loi aussi, qu'il faut savoir respecter. Il y a une légitimité de combat, c'est vrai. Il y a aussi la loi qu'il faut respecter. Donc, procès politique, je n'en sais strictement rien. Je ne connais pas le fond du dossier.
Je ne suis pas avocate, je ne suis pas juge. J'attends de voir ce qui sera décidé et je pourrai éventuellement donner mon avis concernant ce qui a été décidé. Mais je crois que les décisions... en fait, je n'aime pas ce que l'on appelle dans cette nouvelle société la tautologie. On n'est pas spécialiste de tout. Je ne suis pas spécialiste de la justice, mais je sais juste qu'il y a quand même la loi et que nul n'est censé ignorer la loi. Bien. Donc, pour l'instant, on va voir ce que la justice dira demain matin, mais je n'ai pas trop envie, particulièrement, de me prononcer sur ça, parce que pour l'instant, on ne sait pas encore vers où on va. Mais je crois que c'est important aussi de respecter la loi. Okay. C'est quelque chose auquel je tiens énormément. Très bien. Procès politique aussi, Mathieu? Là, je ne pourrais pas me prononcer, mais si c'est un procès politique ou non. Mais ce que je sais, c'est que ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vu comme procès politique, notamment les procès de l'OJAM, par exemple. Est-ce que j'ai étudié historiquement comme différents procès qu'a connu la Martinique, comme Michel pourrait nous en parler. Donc, ce qui fait que je ne peux pas comparer du tout ce genre de choses-là. Surtout que quand je regarde ce qui se passait quand tu parlais de procès politique, je ne voyais pas dans ce qui était reproché, il n'y avait pas violation de domicile, menace d'intimidation, ainsi d'outrage, et puis de refus de donner l'école son téléphone portable. Mais bon, ça ce sont des... En tout cas, j'ai vu que le procureur a fait des réquisitions, il demande 30 mois de prison, donc 15 mois sortis de sursis, probatoire pendant 2 ans. J'attends de voir ce que ça va donner. Normalement, demain, on verra bien ce que ça va donner, parce que c'est le procureur qui a fait ces réquisitions. On attend, bien sûr, la défense a été entendue, tout le monde a été entendu. Il y a eu 2 jours de procès, on verra. J'attends pour pouvoir me prononcer, pour savoir qu'est-ce qui sera, parce que pour l'instant, on se prononce sur quoi. Est-ce que c'est un procès politique ou non? Moi, je ne pense pas que ça soit un procès politique, puisqu'il y a des choses qui sont reprochées. Il y a effectivement, on a parlé beaucoup de vie chère. Je n'ai pas assisté au débat, mais j'ai lu dans des comptes rendus, j'ai vu qu'on a parlé beaucoup de vie chère. On a appelé des témoins pour parler donc des élus, etc., pour qu'ils puissent s'exprimer sur les négociations, comment ça s'est déroulé au niveau de la vie chère, etc. Donc il y a eu ce volet-là, mais c'est d'ailleurs dans ce que dit le procureur qu'il faut détacher les choses, que c'est un combat noble, etc., pour l'ensemble des Martiniquais, parce que j'ai lu que même lui, il dit qu'il quand il va acheter quelque chose, etc., ça coûte très cher aussi pour lui, mais qu'il faut séparer tout ça de ce qui s'est passé à la résidence préfectorale. Donc j'attends de voir ce que ça va donner. Très bien. Karine, donc même question, est-ce que c'est un procès politique? Et puis, Eh bien, je suis très étonnée que la réponse soit aussi disproportionnée. Oui, il y a la loi. Oui, il y a des injustices que les Martiniquais, comme bien d'autres, comme les Guadeloupéens, comme bien d'autres, subissent et que ça passe inaperçu. Pour moi, c'est aussi le procès de la dissidence et de l'anticonformisme étatique, c'est-à-dire qu'on a remis en question un système. Chaque personne a peut-être sa manière de remettre en question le système. Rodrigue Petitot l'a fait à sa manière. Je suis d'accord avec Michel sur le fait qu'il faille dissocier la mobilisation de la situation qui a mené Rodrigue Petitot en prison. Cependant, on ne peut pas ignorer non plus que les mobilisations aient gêné beaucoup de personnes par rapport à ce qu'elles ont révélé, par rapport au fait de conscientiser sur des éléments que le grand public ne connaissait pas dans les pratiques commerciales, dans les dispositifs et la façon dont on en dispose au profit de toujours les mêmes, à savoir la grande distribution, comment ils arrivent à disposer de subventions, d'aides ou d'arrangements entre commerciaux et pourtant d'appliquer les prix les plus forts possibles. Quand on regarde toutes ces injustices et toutes ces inégalités qui ont été perpétrées sur le territoire et qu'il ait fallu que de jeunes Martiniquais se mettent en lumière, pas forcément de la manière que tout le monde aurait voulu, d'accord, mais bon, ils l'ont fait, d'autres ne l'ont pas fait, tant mieux. Cependant, ça a permis de mettre en évidence beaucoup de connivence, beaucoup de choses très déloyales au regard des Martiniquais. Mais c'est pas ce qui est jugé, là. Et ce n'est... Oui, tout à fait. Non, mais il faut en tenir compte, parce que quand on voit la réaction disproportionnée institutionnelle, je suis désolée, moi je suis passée à Fort-de-France hier,
il y avait plus d'une trentaine de véhicules avec des militaires, avec des gendarmes, jusqu'à Ducos. Moi, j'habite Ducos, donc jusqu'à ce que je rentre à Ducos, il y avait des dispositifs. Je me suis demandé si on était dans un pays en guerre. C'est vrai qu'il y a des échauffourées à Fort-de-France par rapport au fait qu'il y ait le procès, mais en termes de dispositifs, et même au niveau de Rodrigue Petitot, il a décrit, selon une personne qui a assisté au procès, une absence de contact avec les autres détenus, le fait qu'il soit seul dans sa cellule et qu'il n'a comme que seul vu un mur qui ne soit pas peint, donc pas de contact, pas d'interaction, et il n'a droit qu'à 45 minutes de marche à l'extérieur sans contact dans un petit rectangle où il ne voit que le ciel et les grillages. Enfin, est-ce que c'est une réponse appropriée de détention face à ce qui lui est reproché? On peut se poser cette question-là. On parlait d'humain tout à l'heure. Donc, sans pour autant rentrer dans des jugements de valeur, non, il est incarcéré depuis un moment. Selon Gary Arneton, son avocat, il y a eu de nombreuses accusations, y compris de personnes dépositaires d'une autorité, qui ont été fausses et dont le caractère faux a été révélé par les nombreuses vidéos. Par exemple, dans le cadre de l'intrusion sans autorisation à pied, on lui a reproché aussi d'avoir forcé le barrage de policiers avec sa voiture. Ça a été écarté tout de suite, puisque de toute façon, les vidéos en parlaient. On a dit à un moment qu'il avait fait une manœuvre avec ses mains au niveau d'un policier. Ça aussi, ça a été écarté. Donc, moi, je pense que oui, il faut laisser la justice faire son travail, mais en tant que citoyens, nous avons le devoir au moins d'avoir un regard sur ce qui se passe. Et en ce qui concerne l'affaire Petitot, c'est particulièrement disproportionné quant à ce qu'on lui reproche. Sachant que, je vais faire juste un petit parallèle, quand il s'agissait du pédophile de Crozatier, qui par contre est en liberté, il n'y a pas eu tout ce dispositif des forces de l'ordre ni de la justice pour mettre cet homme hors d'état de nuire et la population qu'elle se sente plus en sécurité. J'ai pas compris. Quand il s'agit de quoi? De qui? Du pédophile de Crozatier. Un monsieur qui, en 2024, a montré son sexe à une enfant de 7 ans dans l'enseigne. Ça, c'est autre chose, ça. Mais oui, mais il est en liberté. Et c'était une récidive. Donc, en termes de réponse, des forces de l'ordre et de la justice, on peut se poser des questions. Ce monsieur est en liberté. Alors qu'on a mis en évidence aussi qu'il filmait les jupes, en dessous des jupes et des robes des clientes, qu'il avait des actes inappropriés sur son lieu de travail que je ne décrirai pas à l'écran. Donc, quand on voit on sait qu'il y a une justice à deux vitesses. Donc, est-ce que c'est un procès politique? À mon avis, il y a quand même un petit peu d'influence. Ce serait naïf de dire qu'il n'y a aucune influence politique derrière cette façon de gérer cette affaire. Très bien, on va passer à encore une histoire de justice. Le tribunal a tranché concernant l'hôtel Batelière. On commence avec toi? Oui, si tu veux, je crois qu'on est tous déçus, parce qu'on avait envie que ces salariés puissent réussir à reprendre leur outil de travail. Mais comme je disais tout à l'heure encore, je ne connais pas le dossier véritablement. Je ne sais pas si l'offre était suffisamment solide, mais je sais aussi que l'offre qui a été acceptée, certainement qu'ils avaient aussi des moyens d'influence. Mais en tant que syndicaliste, en tout cas, moi je suis triste pour des salariés qui perdent leur emploi. C'est ça, derrière. Ouais. Mais c'est surtout ça qui me touche, parce que des gens qui perdent leur emploi, parce que derrière on voit un nombre de postes qui sont perdus, mais c'est autant de familles donc derrière, de personnes qui sont derrière. Souvent c'est multiplié par 4 de gens qui sont en difficulté. J'ai entendu à la radio ce matin qu'il y avait certains qui avaient quand même déjà retrouvé un emploi, et franchement je vous assure que ça m'a un petit peu rendue un petit peu heureuse, parce que je me suis dit, ouf, certains réussissent à s'en sortir, mais malheureusement, on est sur un territoire extrêmement difficile en termes d'emploi,
où c'est pas facile de trouver un emploi quand on perd un emploi, quand on a déjà travaillé 30 ans, 35 ans dans une boîte, donc on est quand même à un certain âge et qu'on a du mal à trouver un nouvel emploi. Moi, je pense surtout à la situation de l'emploi sur notre territoire. Et c'est ça qui m'inquiète, parce que je vois que l'avenir a l'air d'être extrêmement sombre pour l'emploi en Martinique. À titre personnel et en tant que citoyenne lambda, quand je vois ça, moi je me dis c'est dommage. Mais il faut dire aussi que derrière, il y a énormément de travaux qu'il faut aussi pour cet hôtel. Et on sait aussi que souvent, dans le privé, il faut le dire, les banques ne jouent pas leur jeu. Elles ne jouent pas toujours le jeu et elles aident les plus riches et pas ceux qui sont en difficulté. Donc je suppose aussi que derrière, ils ont eu à ne pas avoir suffisamment de financement pour pouvoir être dans la reconstruction. Vous savez à quel point ça coûte cher. Depuis, en plus, l'Ukraine, le coût du bâtiment est exponentiel. Enfin, mais derrière, pour moi, ce sont les emplois. Ce sont les emplois et puis ce sont des gens qui sont en détresse. Quand on perd son emploi, on a 55 ans, on a 60 ans, on est en détresse. Et on n'a aucune chance de trouver un emploi encore en Martinique. C'est ça qui me fait beaucoup de peine, en tout cas. Merci Valérie Michel. C'est un joyau. C'est un joyau de l'hôtellerie martiniquaise. Cet hôtel Batelier. Hein. Bon. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'hôtel Batelier situé sur la route de Chelcher. Hein. Oui, c'est celui qui se trouve derrière le casino. Derrière le casino. Bon. Et bon. Alors, il semblerait que le groupe Mon Plaisir est failli à ses obligations financières. Bon, il prétend avoir réuni quand même de l'argent pour pouvoir payer les salaires. Bon. Et puis, le groupe Cariquera, qui est un groupe guadeloupéen, qui a présenté une offre solide, mais, dit-on, plus réaliste sur 3 ans. Bon, alors, il est certain que, mais sans reprise des salariés. Sans reprise des salariés. Alors, moi, à Justice, nous avons soutenu, pendant toutes ces semaines, nous avons soutenu l'initiative de la SCOP, Société coopérative, une initiative ouvrière, une tentative des travailleurs de reprendre la gestion de leur outil de travail. Bon. Ça n'a pas convaincu le tribunal de commerce. Bon. Cette situation est dommageable. Personnellement, nous aurions souhaité qu'on donne cette chance à cette initiative. Ça aurait été quand même intéressant bon, ça aurait donné ça aurait pu donner, mais on aurait pu donner une chance à cette initiative de se déployer de façon à voir si des travailleurs martiniquais qui ont la connaissance du secteur, qui ont l'expérience de la gestion. Certains d'entre eux sont des anciens salariés depuis très longtemps de cet hôtel, auraient pu diriger ça. Voilà. Très bien, on passe à toi. Eh bien, la décision a été donnée le 21 janvier. Il y a 55 emplois à temps partiel qui sont perdus, 120 à temps plein. Cariquera va reprendre l'hôtel, faire des travaux et risque de rouvrir dans les 3 à 5 ans à venir, mais sans aucun espoir de reprise du personnel. Donc c'est une claque pour toute l'énergie investie par les employés pour créer un projet autour de cette reprise, parce qu'ils se sont vraiment beaucoup investis, ils ont été accompagnés. Il y avait beaucoup de personnes qui se sont impliquées dans ce projet, au-delà des employés, pour leur donner leur chance, pour leur permettre de redonner vie à cet hôtel, et que ça reste dans leurs mains, en fait, parce que c'était quand même une initiative légitime. Il y a une réévaluation de la valeur de l'hôtel, et malgré ça, on le brade à un groupe, alors
quitte à ce que ce soit bradé à ce prix-là, ça aurait eu plus de sens et plus de bienveillance d'accorder au moins une chance temporaire aux anciens employés qui, à mon avis, le méritaient. Mathieu? Moi, je voudrais dire que le tribunal, c'est basé sur quoi? Si je reste sur le tribunal, parce que je ne veux pas reprendre ce que tout le monde a déjà dit. Bien sûr, c'est vraiment triste pour les salariés. J'ai eu la chance de pouvoir les rencontrer. Ils se sont battus. On l'a dit, il y avait quand même 55. Il restait toujours 55 salariés, parce qu'il y avait plusieurs plans sociaux. 55 salariés à temps plein et plus de 100 à temps partiel. Donc, ce qui fait que le groupe, la reprise du groupe Karuikera et Cogit, c'est le casino, hein. Et puis Karuikera, pour ceux qui connaissent, Creole Beach, Patrice Vial-Collet, en Guadeloupe notamment, entre autres, qui possède, au Gosier, l'hôtel. Il a repris pour l'hôtel, l'offre de reprise, c'est 5 millions d'euros. Et il y a aussi, ils ont mis aussi sur la table un plan de reconstruction évalué à hauteur de 30 millions d'euros. C'est ce qui a convaincu le tribunal. Autour de combien? 30 millions d'euros, le plan de reconstruction de l'hôtel. 30 000 euros 30 millions d'euros. Bon, 30 millions d'euros. Et même moi, je pense même que ça sera quand même plus que ça. Ouais. Quand on voit les coûts ces temps-ci, je suis un peu habitué à voir les différents coûts des différentes structures des différents bâtiments. Je pense qu'ils vont monter au-delà des 40 millions d'euros. Le président de la Chambre de commerce de la Guadeloupe. Oui, il a été aussi, entre autres. Oui. Effectivement, tu as raison, Michel. Donc, ce qui fait que, mais dans l'acte, j'ai vu du tribunal, dans le délibéré du tribunal aussi, il a dit qu'il faut qu'il y ait une exploitation de l'hôtel durant 15 ans minimum. Ce sont quand même des choses importantes qu'il faut, parce qu'on peut reconstruire l'hôtel, reprendre, et puis on se retrouve tout de suite, ils cèdent, ils revendent, etc. Et rappelons qu'ils avaient, en plus, le tribunal au début, avait fait qu'ils avaient d'abord vendu le terrain et l'hôtel, vous savez, le grand terrain qui est devant, parce qu'il y a et un certain nombre l'hôtel, là, voilà, qu'ils avaient séparé en deux. Et ça, tout le monde trouvait ça aberrant. Comment reconstruire un hôtel sans laisser le foncier pour lui permettre d'avoir de stationnement, etc., de se réorganiser. Donc là, ils ont fait une offre commune, les deux groupes, autour de 5 millions d'euros et bien sûr 30 millions d'euros. Donc, ce que nous avons espoir, bien sûr, ce qu'on espère, nous tous martiniquais, c'est de revoir cet hôtel réouvrir. Comme l'a dit Valérie, comme l'a dit Karine, comme l'a dit Michel, le début de l'année, la fin de l'année, le début de l'année était terrible pour la Martinique. Plus de 1000 emplois perdus avec les commerces, tout ce qui a été brûlé. On voit qu'au tribunal de commerce, il y a de plus en plus de liquidations, malheureusement, de plus en plus de structures qui se retrouvent en difficulté. On a parlé tout à l'heure là du déploiement de force, etc. Mais à l'heure actuelle, sur l'avenue Maurice Bishop, quand on sait, je suis bien placé pour le savoir, comment les élus, en tout cas tous ceux que je côtoie, se sont battus pour pouvoir faire réinstaller sur place des pharmacies, des médecins, des spécialistes, mais aussi des boutiques, etc. Tout ce qu'on veut, créer de l'activité sur place et que ce soit les gens du quartier qui puissent travailler, participer à cette activité. Et quand je vois que maintenant que beaucoup d'investisseurs qu'on avait réussi à faire venir se posent la question d'aller ailleurs et de ne fermer tout ce qu'ils ont sur place, je me pose des questions sur des quartiers qui sont déjà en grande difficulté, où on retrouve des fois 50, voire des fois dans certains secteurs 70% des jeunes de moins de 25 ans qui ne travaillent pas. Et ça m'inquiète pour mon pays et pour la Martinique. Et donc, cumulé à ces emplois perdus là dans l'hôtellerie, quand on voit qu'en plus, parallèlement, j'ai reçu des jeunes qui, normalement, devaient aller en apprentissage là, et se retrouvent là actuellement à chercher un endroit pour pouvoir les accueillir, alors qu'ils avaient déjà leur contrat signé parce que l'hôtel est fermé. Parce qu'on oublie ça aussi, qu'à Bellefontaine, on forme des jeunes martiniquais à occuper des postes dans l'hôtellerie. Et malheureusement, quand on a des hôtels qui ferment comme ça pendant au moins minimum 2-3 ans, je dirais, voire plus, c'est inquiétant pour ces jeunes qu'on forme et qui risquent de ne pas trouver de débouchés au quotidien. Et ça, c'est triste aussi. On doit y penser aussi et se projeter vers l'avenir aussi à ce niveau. Alors, si Grégory veut bien me mettre la photo de nos ex-présidents, qui est explicite. On y va, Grégory, s'il te plaît. Il n'était pas là. Voilà. Le Sénat coupe les avantages des ex-présidents et des ex-premiers ministres. Alors, et puis surtout, moi, je vais aussi parler des retraités à qui on veut faire payer plus d'impôts. Donc, en mettant les deux choses face à face, je pense que ça va faire Michel monter rouspéter. Baisser sur le salaire des ex-présidents et des ex-premiers ministres. C'est pas les salaires, ce sont les avantages. Pas les salaires, pardon, les avantages. L'amendement, pour simplifier, je laisse Michel parler de ce pour parler aux auditeurs. L'amendement, c'est quoi? L'amendement, c'est un amendement qu'on a demandé de retirer. Il y a une ligne budgétaire de 2,8 millions d'euros chaque an qui est attribuée pour
la sécurité, etc., pour ceux qui Chauffeurs, les chauffeurs, etc. Et des fois, du secrétariat aussi, pour certains ex-présidents et premiers ministres. En gros, c'est ça l'amendement. Je laisse Michel qui a été voté. On rappelle que ça commence depuis Edith Cresson. Ouais, oui. Bon, moi, je ne fais pas de parallèle de ce genre. non, je ne fais pas de parallèle de ce genre parce que le problème, d'abord, il me semble que le ministre de l'économie, le dénommé Lombard, a écarté cette idée de faire payer des impôts aux retraités. Donc aussi, cette question a été écartée. Donc si c'est écarté, très bien. Bon, alors, par contre, c'est la pression de syndicale, et notamment, je pense à la CGT, les autres syndicats, qui ont amené à cette prise de position de sagesse, hein, de retirer cela. Alors, la question, c'est que, est-ce que c'est en taxant les retraités qu'on va résoudre les problèmes de déficit budgétaire de la France? Et c'est ça le véritable problème. Bon. Donc, la question aujourd'hui, c'est que la France est confrontée à une crise économique considérable et elle doit boucler son budget. Bon, alors, ce n'est plus 60 milliards, mais 50. C'est 50. Bon. Le Premier ministre Bayrou est en train de... Zanzoli. Voilà. Il navigue entre les injonctions du Parti socialiste, de Renaissance, etc. Mais le fait est, c'est que la situation économique de la France, c'est la même que la situation économique de l'Allemagne, c'est la même que la situation économique de l'ensemble de l'Europe. Et c'est ça, la réalité. Mais Michel, c'est pas exactement la même, je me permets. C'est-à-dire, entre la France et l'Allemagne, l'Allemagne a un déficit de 3%, oscillant autour de 3%. La France, c'est 6,1% actuellement. Hein. Donc oui, le double, mais l'Allemagne est en récession. Depuis 2 ans, effectivement, l'Allemagne. Tu as raison sur ça. L'Allemagne est en récession. La France, ça arrive. Et la France a une petite croissance de moins de 1%, 0,9%. Ouais. 0,9%. Bon, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, moi je regarde ça de loin. Avec la longue vue. À la longue vue. Bon, moi, je vous ai toujours dit que j'essaie de regarder ça du point de vue de l'outre-mer. C'est qu'est-ce que cela présage pour nous, département d'outre-mer. Bon. Or, la situation qui va se présenter, c'est que, alors, il y a eu un vote au Sénat où il y a eu quand même, on a augmenté le budget de l'outre-mer de 400 millions. Bon, c'est un premier pas. C'est un premier pas. C'est une chose. Et, par conséquent, c'est ça qui doit nous préoccuper. OK? Donc, le PCE a rencontré Manuel Valls, il est en France, en Belgique, en France, tout ça. Oui, tout à fait. Il a eu des entretiens, semble-t-il, positifs avec le ministre d'État, qui est aussi ministre de l'Outre-mer. Oui, mais ça c'est parole en bouche, comme on dirait en créole, parole en bouche pachage. Ouais. Bon, alors, maintenant, on va voir ce que ça va donner. C'est que le budget de l'Outre-mer est passé au Sénat. Il faut qu'il revienne devant l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça va donner au final?
Ok, voilà. Bien. Mais l'augmentation, il ne devrait pas avoir de souci. Il passe de quand même 2 milliards 450 qu'il était à la base. Et d'ailleurs, il avait. C'était même pas 2 milliards 450. Il passait à 2 milliards 250, parce que n'oublions pas que sous l'ancien ministre, il y avait une baisse de 250 millions d'euros. Et là, Manuel Valls, ministre d'État, Commonwealth, etc., il passe quand même à 3 milliards. Donc 3 il y a quand même une augmentation. C'est déjà Moi, je voudrais juste rajouter 2-3 choses. Parce que Michel parle de comparaison. Pardon, ce que j'aurais quand même voulu que tu me dises, c'est combien d'économies que ça ferait sur les avantages des ministres et des anciens présidents si on les supprime. 2,8 millions d'euros par an. Les 2,8 millions ne concernent que les anciens premiers ministres. Que les anciens premiers ministres. D'accord. Mais c'est quand même beaucoup d'argent. C'est bon. C'est quand même beaucoup d'argent. Bon, là, en ce moment, il cherche quand même, Michel l'a dit, 50 milliards pour faire passer le déficit à 5,4. Ce genre de comparaison. Ce qui fait que c'est pas, honnêtement, c'est symbolique, c'est une image, mais c'est pas ce qui va permettre de résoudre le déficit qui est à 6,1 et la dette de 3 828 milliards qu'a la France. Ça reste au niveau du symbole. Ok. Voilà. Okay. Mais moi, je voudrais juste rajouter, quand on a parlé de taxation des retraités, il ne faut pas oublier quelque chose. En Martinique, il n'y a que 24% des personnes qui perçoivent une retraite, alors qu'en Hexagone, c'est 48%. De plus, quand ils perçoivent une retraite, à quel montant? Là, la ministre parlait de plus de 2 000 euros, etc. Mais ici, il y a très peu de personnes qui perçoivent une retraite de 2 000 euros. En plus, ces personnes, par rapport à la situation, au contexte économique qu'on connaît, de plus en plus de retraités sont amenés à aider leurs familles, à aider leurs enfants, leurs petits-enfants, etc. au quotidien. Donc, ce qui fait de plus en plus de retraités ont du mal à joindre les deux bouts, à manger, se retrouvent en grande difficulté. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ici, on met souvent du portage de repas, etc. Il y a de l'accompagnement social qui est fait pour lutter contre l'isolement de ces personnes-là qui sont déjà en grande précarité, en grande difficulté. Dans un pays comme le nôtre, on a déjà plus de 30% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Donc, ce qui fait que ça a des conséquences terribles quand vous touchez même à 10 euros, 20 euros de pension de retraite pour ces personnes-là qui ne savent déjà pas finir le mois. Et qui, 2 jours après avoir perçu leur pension, on se retrouve déjà en grande difficulté sociale et doit faire des choix entre manger, payer son loyer, se déplacer, etc. Et là, il y a des gens qui sont déconnectés de la réalité, qui ne se prennent pas compte de la situation dans laquelle on se retrouve, que ce soit ici, mais aussi dans l'Hexagone, la situation de nos aînés. Donc, il faut faire attention. Et s'il y a des économies à faire, pour moi, ce n'est pas là. C'est d'autres endroits qu'il faut réussir à aller chercher à faire ces économies. Il y a le montant moyen. Le montant moyen des retraites dans le privé, je ne parle pas du secteur public qui est autre chose. Bon. C'est quand même aux alentours de 670 euros à peu près. Hein. Bon. Mais là où il y a le plus de déficit, c'est dans le domaine privé ou public, au fait? Là où il y a le plus de... Pour les pensions, pour les retraites, pardon. C'est plus c'est le public ou le privé? Public. Public, d'accord. Je trouve la réponse un peu... Non, mais c'est ça les chiffres, c'est pas nous, ce sont les chiffres. Pourquoi tu dis elle est bizarre la réponse? Oui, je trouve ça très bizarre parce qu'on tape depuis des années, depuis des décennies, dans les caisses privées pour enflouer les caisses de tel groupe et de tel groupe et de tel groupe. Donc, c'est quand même un peu particulier. Quand je regarde qu'on a essayé de taper dans la caisse des avocats, bien entendu, heureusement qu'ils se sont bien mobilisés, on n'a pas réussi à toucher à leur capital de plusieurs millions d'euros. Il me semble qu'il y avait un peu plus de 2 millions d'euros. En ce qui concerne, alors moi je suis professionnelle de santé, en ce qui concerne notre caisse, c'est la même caisse que les infirmières, les kinés, les orthophonistes et les orthoptistes. Nous avons une caisse dont on nous a vidé notre caisse pour enflouer celle des notaires et des huissiers. Donc, il y a quelques années déjà. Et ensuite, on a augmenté nos cotisations, sachant que nous savons pertinemment que nous faisons partie des professions que l'on taxe, où les cotisations sont le plus fortement indexées sur les revenus. Et pour autant, nos retraites ne seront pas... si intéressante que ça. D'autant plus que je n'ignore pas non plus qu'il y a une préparation d'une réforme 2 de la retraite avec une fonte des caisses. Donc, je pense qu'il est un peu inapproprié de se dire que bon, au niveau de la retraite, comparaison entre public-privé, les financements des retraites ne sont pas du tout selon les mêmes modalités, les cotisations ne sont pas indexées du tout de la même façon, les index de cotisation de retraite sont très inégaux, très éloignés d'une profession à une autre.
Donc, c'est très dommageable. Et là aussi, par rapport au fait qu'en Martinique, les gens travaillent plus longtemps, quand on voit ça, parce que beaucoup de personnes, les premières années, leurs cotisations de retraite n'ont pas été reconnues, ils n'ont pas toujours tous les papiers par rapport à leur début de carrière. Quand on sait que les gens vont travailler plus longtemps, toucher à leurs cotisations, c'est un peu particulier. Sans compter qu'il y a des gens qui ont travaillé et les patrons ne payaient pas leur retraite. Exactement. Mais en ce qui concerne l'initiative de Nathalie Goulet, qui est sénatrice de l'Alliance centriste, sur la suppression des avantages des premiers ministres et présidents, c'est un amendement qu'elle a présenté au Sénat, qui a été validé par le Sénat, mais il reste encore à la commission paritaire de l'Assemblée nationale de voter pour ça pour que ce soit effectif. C'est pas encore effectif. Hein. Très bien. Ok. Donc, Valérie, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Oui, moi, je me demande ce que l'Assemblée nationale fera. Bien évidemment, pour moi, ce sont des mesures qui sont vraiment cosmétiques et symboliques. Hein. C'est exactement ce que Michel disait. C'est cosmétique. Même si je crois qu'il faut vraiment se pencher aussi sur le train de vie de l'État, parce qu'on a noté aussi, vous avez vu que lors du précédent budget, il a révélé des dépenses de l'Élysée qui ont augmenté de manière stratosphérique. Il faut quand même avoir un œil sur ça. 2,7%. Mais je crois qu'il faut des dépenses de l'État, maîtriser mieux les dépenses de l'État. Même si je ne suis pas sûre que ce soit ça qui change la situation catastrophique qu'on nous a cachée et que nous avons découverte, à la fin de l'ère macroniste. Et parce que c'est là qu'on a véritablement découvert la situation catastrophique dans laquelle se trouve l'État. Je crois que le problème aujourd'hui, c'est taxer les super riches, hein, et c'est ce qu'ils ne veulent pas faire. C'est ça qu'il faut faire. Alors, non seulement ça, mais il y a les paradis fiscaux pour lesquels on a entre 200 et 220 milliards d'euros qui échappent à la fiscalité en France chaque année. Les transactions boursières ne sont pas taxées. Il y a certaines entreprises en France qui disposent de certains montages financiers, de dispositifs qui sont plus ou moins légaux, mais pas très légitimes. Qui font qu'il y a certains cadeaux qui leur sont faits, des cadeaux avantageux de la part du ministère de l'économie. À l'époque où Emmanuel Macron était ministre de l'économie, il a mis en place un certain nombre de dispositifs favorables pour un groupe d'entreprises. Et quand on a des McDo, des Starbucks ou bien d'autres qui payent très peu d'impôts en France, on se demande, alors qu'ils disposent des mêmes services publics, ils disposent des routes, ils disposent des... Disneyland aussi, ça, on a vu aussi qu'il y en a pas mal. Ouais, il y a plein d'entreprises. Il y en a pas mal. Pourquoi le gouvernement ou les gouvernements successifs refusent de taxer les plus riches? Parce que derrière, c'est de l'emploi aussi, hein, parce que c'est la pression à l'emploi. Hein, ce sont des entreprises qui vous disent si on est trop taxé, on va partir de France. Donc, ce sont des emplois en moins. Et quand on voit déjà la situation en France avec toutes les fermetures d'usines, vous avez entendu parler des baisses d'emplois en France en ce moment, c'est une situation bien compliquée parce que la pression, elle est sur l'emploi. Il ne faut pas se voiler la face. Hein. Sauf que le ruissellement dont Emmanuel Macron parlait, ce qui se passe et ce qu'on a réalisé sur les différentes années qui ont suivi ces décisions, parce qu'en fait, sa théorie, c'était favoriser les plus riches pour qu'ils créent davantage d'emplois. Enfin, publiquement, c'était ça. Le fameux ruissellement. Le fameux ruissellement. Sauf qu'en fait... Je t'en prie. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a remarqué qu'avec les différents, y compris le CICE et bien d'autres, hein, ce qu'on a constaté, c'est que les actionnaires se sont remplis les poches. Ils sont encore plus riches. Ils sont encore plus riches qu'avant. Il y a une multiplication par 4 depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron des richesses pour les 20 plus riches de France. Quand on regarde ça et quand on voit que les salaires n'ont pas augmenté, qu'il n'y a pas eu plus d'emplois et qu'au contraire, les capitaux, les vrais investissements, les vrais gros investissements se font plutôt à l'extérieur de la France et qu'il n'y a pas de changement de cap pour autant, on se demande s'il n'y a pas une volonté d'Emmanuel Macron de laisser les oligarques continuer à s'enrichir et puis la France continue à se dégrader. Très bien. Moi, je voulais juste rajouter, c'est-à-dire que là, on a parlé tout à l'heure là, de 2,8 billions d'euros.
par rapport d'économie que ça pourrait faire annuellement. Mais par rapport au projet de loi de la sécurité sociale, etc., dont a parlé la ministre, l'économie, en tout cas, s'il taxe normalement ceux de plus de 2 500 euros les retraités, ça ferait entre 500 et 800 millions d'euros, alors qu'il leur faut près de 1,8 milliard ou 1,2 milliard, ça dépend des chiffres, les chiffres sont en train de varier, pour pouvoir équilibrer les comptes. Donc, ce qui fait qu'on est très loin du ratio. Hein. On est vraiment très loin. Comment faire pour boucher ce trou-là? On ne peut pas taxer les plus riches. Comment faire pour boucher ça? Pourquoi on ne peut pas? Mais je demande, je pose la question. Mais déjà, je t'ai dit, 220 milliards d'euros pour les paradis fiscaux. Oui, mais pour déjà, l'instant, rien ne se fait. Donc, parce qu'il n'y a si par rapport à l'emploi, on a peur de toucher aux riches, qu'est-ce qui va se passer? On a supprimé 1600 postes de contrôleurs pour les fraudes fiscales. Donc, si on supprime des postes pour ce genre de délit-là, oui. Et qu'on continue à impacter, à mutualiser les dettes de la France sur la classe moyenne, ben forcément, on ne s'en sort pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques années? Il y a quelques années, quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, sa philosophie, c'était il faut taxer moins les entreprises, de moins en moins, pour leur permettre de créer de l'activité, créer de l'emploi. Et c'est par ça que ça passe. Et c'est d'ailleurs, ça s'est traduit par une diminution des emplois aidés, etc., de tout ce qu'on connaît actuellement, des PEC, etc., tous les contrats CUI, etc., parce qu'il est contre ces contrats aidés-là d'insertion, tout ça. Et il disait que ce sont aux entreprises de créer de l'activité. En baissant leurs charges, ils vont créer de l'emploi. C'était ça, la philosophie qu'il a mis en place, qu'il a essayé de mettre en place ces nombreuses années. Ça s'est traduit par différents plans, même le CICE, etc., tout ce qu'on veut avec les entreprises. On ce qu'on appelle la politique de l'offre. La politique de l'offre. Rappelons que Hollande avait déjà mis aussi en place une politique comme ça, hein, plus ou moins, mais ça ne s'était pas traduit. Ça ne s'était pas traduit. Oui, c'est vrai que c'était son ministre aussi, mais ça ne s'était pas traduit par une augmentation d'emploi. Macron, hein. Voilà, oui, ça, et voilà, inspiré par Macron, vous avez entièrement raison, c'est exactement ça. Et ça ne s'était pas traduit en chiffres. Toutes les études avaient montré qu'il y a eu beaucoup d'évasion fiscale en dividendes, tout ce qu'on veut, mais ça ne s'était pas traduit par une création massive d'emplois. Loin de là. La pression est toujours quand même à l'emploi. Et voilà. Et en plus, dans le contexte, pour revenir à ce qui se passe actuellement, le contexte national de l'Assemblée nationale actuellement, le gouvernement essaie de trouver un équilibre. Équilibre entre quoi? Entre ceux qui disent qu'il faut taxer davantage les entreprises et entre ce que certaines personnes pourraient trouver surprenantes, entre le Rassemblement national, les LR, et je dis Rassemblement national, les LR, en tout cas ce sont les majoritaires à ce niveau-là, qui disent qu'il ne faut pas taxer les entreprises et qui refusent qu'on mette des taxes sur les entreprises. Il ne faut pas oublier ça actuellement. Et qu'ils menacent la motion de censure si on va vers trop de taxes sur les entreprises. Hein, parce que c'est ce qui se passe actuellement à l'Assemblée nationale. Donc ils essaient de trouver un équilibre, mais ils ont du mal. Donc on continue à causer le trou. Parce que pour l'instant, les 50 milliards, on ne les voit pas encore. Les 50 milliards d'économies, en tout cas, on ne les voit pas pour l'instant. La seule manière de s'en sortir, c'est une politique de type keynésien. C'est-à-dire qu'il faut augmenter la demande et les salaires, qui vont permettre aux entreprises de créer de l'emploi. Et c'est ça, c'est ce que propose en gros, je ne rentre pas dans les détails, l'alternative qui est proposée par le nouveau Front populaire, c'est ça. C'est une politique de type... un peu comme ça s'est passé dans les années 30, avec la crise. Oui, mais... notamment en France, aux États-Unis, etc. Donc, c'est ça, la véritable solution. Bien. Même si, dans les années 30, la politique qui a été menée d'augmentation des salaires avec l'élection du Front populaire, quand on regarde les chiffres de 1939, ils ne rattrapent pas du tout les chiffres d'avant-crise. Hein. C'est pas si simple que ça. Mais par contre, on a démontré qu'en Espagne, notamment, il y a eu une politique sociale qui a été menée d'augmentation des salaires, etc., qui a porté ses fruits. Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'il faut peut-être aller vers ça, mais pas seulement ça, bien sûr. Mais bon, on n'a pas la solution. Hein. La solution est extrêmement compliquée. Hein. Puis à l'heure de la mondialisation, il y a beaucoup de pays aussi qui ont augmenté leur... ça s'était passé d'ailleurs pour la France, hein, vers les années 90. Et ils avaient augmenté beaucoup les prestations, tout ce qu'on appelle, ce que Michel disait. En tout cas, ils ont augmenté beaucoup de prestations sociales, etc. Pour tenter d'augmenter les salaires. Ça s'était traduit par des pays frontaliers. Ça a bénéficié à leur croissance, mais pas au pays. Parce que beaucoup de personnes avaient été faire leur achat à l'extérieur. À l'heure de la mondialisation, il y a un équilibre qui ne fonctionne pas forcément au territoire. Bien. En tout cas, la stratégie du gouvernement, c'est surtout de couper sur la qualité du service public
et de prendre sur les classes moyennes en général. Et par contre, il y a certains avantages auxquels on ne touche pas volontairement. Les services publics qui étaient quand même un exemple particulier de la force de la France. Exactement. Et qui sont complètement détruits. Moi, je suis du service public d'éducation. Quand je vois le service public de la santé, moi, j'ai peur. J'ai peur. Tout à fait. Bien. Alors, nous allons passer de l'autre côté de l'océan. On va parler de l'investiture de Donald Trump. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir... C'était grandiose quand même, son intronisation. Moi, je n'ai pas regardé, parce que c'est vraiment l'obscurantisme le plus total, un climato-sceptique, un misogyne, qui avec des plaintes de femmes, quelqu'un qui a tenté de faire une... on le sait quand il a été élu, le démocrate juste avant lui, Joe Biden, qui a fait une tentative de coup d'État sur son propre pays et qui est quand même élu. Pour moi, c'est le 20 janvier, c'est un jour sombre pour l'humanité. Et on voit que un petit peu partout dans le monde, il y a cet obscurantisme, cette extrême droite, parce que Donald Trump, c'est l'extrême droite. On le voit en Argentine avec Javier Milei, on le voit en Italie avec Belloni, on voit en Hongrie, aux Pays-Bas. Enfin, c'est vraiment extrêmement inquiétant. Moi, je suis prof d'histoire géo, quand je regarde ce qu'a donné l'extrême droite dans les années 30, c'est-à-dire directement la guerre, la Seconde Guerre mondiale, sincèrement, moi, j'ai peur. Et quand je vois aussi Elon Musk qui fait un salut nazi, et les mêmes qui parlent tout le temps d'antisémitisme trouvent un moyen de défendre le geste d'Elon Musk. Je suis effarée de ce qui se passe. Sincèrement, au quotidien, je suis peut-être négative en ce moment, je n'en sais rien, mais j'ai peur de l'avenir de l'humanité. J'ai peur de ce qui se passe, qui va se passer. Trump au pouvoir, c'est quand même... Et le pire, c'est qu'il arrive maintenant parce qu'il sait maintenant ce qu'il peut faire de l'appareil d'État. Quand il a été élu la première fois, il méconnaissait l'appareil d'État. Et vous voyez l'assurance qu'il a aujourd'hui. Il ne pensait pas passer la première fois. La première fois, non. Il a été surpris. Oui, la première fois, non. Mais là, il sait. Oui, Elon Musk a acheté Twitter devenu X. Et vous avez entendu qu'il y a tout un lot de départs d'X, de la presse, bien évidemment la presse, Le Monde a quitté X, il y a plusieurs organes de presse qui ont quitté X, plusieurs organisations syndicales, dont la mienne, naturellement, on l'a décidé la semaine dernière en instance nationale de quitter X parce que ça ne correspond pas aux valeurs que l'on défend. Je crois qu'il faut que les citoyens aussi, les citoyens se saisissent de ce genre de questions et décident d'arrêter, parce que quand on y est, ça veut dire qu'on soutient quelque part et on leur fait gagner de l'argent. Pour moi, c'est vraiment une crainte. Quand je vois Trump, sincèrement, j'ai peur. C'est quelqu'un qui me fait peur. Comment on peut expliquer que tout le monde voulait aller à l'intronisation? Il y a même un ancien... comment il s'appelle, mon Dieu? Il s'est présenté à l'élection présidentielle. Zemmour. Ah, Éric Zemmour. Zemmour a été là-bas, il était super content. Tu es surpris? Avec ses idées. Oui. C'est l'extrême droite. Zemmour, c'est plus que l'extrême droite. Zemmour, Trump était dernièrement en France pour la cathédrale Notre-Dame. Oui. Je ne sais pas, moi, il était là avec le président, avec d'autres personnes élevées en France. Et c'est Zemmour après. Non, mais c'est Zemmour après qui se retrouve là. Là, j'ai halluciné quand j'ai vu Zemmour. Il y avait plusieurs personnalités d'extrême droite qui étaient là de l'Europe. Valérie l'a rappelé, beaucoup de ces personnalités de l'extrême droite de l'Europe étaient présentes. Et quand on regarde les mesures, en tout cas tous les décrets que prend Trump, il y a de quoi ça va dans la lignée. Hein. C'est-à-dire que mettre tous les migrants dehors, d'ailleurs on a commencé, retirer les fonds d'État qui étaient prévus pour lutter contre les différentes discriminations, notamment les discriminations raciales, etc. Sortie de l'OMS, climato-sceptique sortie des accords de Paris, etc. Donc il y a de quoi vraiment être inquiet. Les 1500 personnes qu'il a graciées du Capitole, dans ces 1500 personnes, la majorité de ces personnes viennent d'une milice d'extrême droite qui considère que c'est le pouvoir aux Blancs, qui ont d'ailleurs défilé le jour où il a été intronisé au Capitole, ont défilé dans les rues
il y a de quoi être inquiet de tout ce qui se passe et de voir que, franchement, que ce sont des valeurs d'extrême droite et graves et racistes qui sont mises en valeur et qui sont mises en avant. Et Valérie l'a dit, quand on voit l'atmosphère aussi nazie et que beaucoup de personnes trouvent des explications plus ou moins pour dire que c'est quelque chose de grave et de terrible. Peu importe, une autre personne aurait fait ça si cette personne-là n'avait pas donné 110 millions d'euros qu'il a donné pour la campagne de Trump. Et maintenant, tout de suite, il y a certains décrets, c'est pour te remercier, on ira sur Mars, on ira ci, on ira par là, etc. On crée de la crypto-monnaie. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, cette histoire de Mars, ou bien c'est... Non, mais en tout cas, je n'ai pas fait comme toi, au contraire, je me suis astreint à regarder. Ah, tu n'as pas regardé du tout? À regarder les investitures, les cérémonies. Ah, tu as regardé? Oui. D'accord. Moi, je n'ai pas regardé. Je me suis astreint à regarder et les commentaires. Et surtout les commentaires des journalistes français. Ça dépend de quelle chaîne. Les journalistes français, soi-disant démocrates, et qui ont manié l'encensoir pour Trump. Tu as regardé quelle chaîne, Michel? Parce que c'est ce qu'on te demande. Parce que si tu as regardé CNews, j'ai regardé BFM TV. Voilà, et le service public. France Info TV. Et j'ai regardé également... CNews. Hein? CNews, mon Dieu. Il y avait du champagne sous CNews. Sous CNews, il y avait du champagne sous CNews. CNews, c'est carrément l'extrême droite. Hein. Bien sûr. Oui, je ne regarde jamais CNews. J'ai remis Canal+. Avec leur dépôt. Moi aussi. Depuis longtemps, dès que Bolloré est passé. Quand j'ai un petit peu trop... Quand je suis un peu saturé, je regarde France Info. Tu vois? Bon. Mais ceci dit, toute la presse a été contaminée par la trompe-mania. Oui. La trompe-mania. On aime souvent ceux qui ont le pouvoir. Ouais. C'est ça aussi, le pouvoir, ça attire. Et toi, Karine, est-ce que tu as regardé? Alors, je n'ai pas regardé, mais j'ai été particulièrement attentive à ce que ça transmettait comme message, à ce que les journalistes et les personnes influentes transmettaient à travers leurs réactions de l'événement. Je suis, tout comme Valérie, particulièrement inquiète sur le plan humain, sur le plan écologique forcément, puisque c'est un climato-sceptique. Lors de son premier mandat, il a osé dire que quand il fait chaud, les gens n'ont qu'à mettre la clim et que quand il fait froid, ils n'ont qu'à allumer la cheminée. Une manière de dire que il y a toujours eu des variations de température et que leur histoire de réchauffement climatique, ça n'existe pas et ça n'a pas de répercussions sérieuses sur l'humain ni sur la nature. Je m'inquiète de cette frénésie conquérante pour annexer le Canada, le canal du Panama, le golfe du Mexique, le Groenland et peut-être bien d'autres. Le golfe des Amériques. Voilà, ça peut changer. Soyons fous. Mais nous pas à l'abri. Soyons fous. Non, nous ne sommes pas à l'abri du tout. Il veut rebaptiser le golfe du Mexique. Il y a une époque, les États-Unis avaient revendiqué l'annexion des îles françaises. Hein. Oui. Ah bon? Là, ici, là, dans la Caraïbe? Mais je regrette très sincèrement que nos médias ne nous fassent pas davantage de communication sur les BRICS. Je pense que c'est voulu par rapport à la géopolitique actuelle, qu'on ne montre pas. Ça aux gens, c'est quoi? Alors, les BRICS, c'est une organisation entre les différents États, avec de nombreux États émergents. Donc, il y a les États-Unis d'Amérique, il y a l'Union européenne, et les BRICS, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud, la Chine. Il y en a d'autres qui ont rejoint l'organisation, donc il y aurait bien d'autres initiales derrière. Mais à la base, à part la Russie, il y a pas mal de pays émergents. Des pays émergents qui, au fur et à mesure, ont beaucoup rapidement évolué, pendant que nous, on était très eurocentrés. Résultat des courses, Quand tu dis nous, tu parles de la France ou de la Caraïbe? La France et l'Amérique. L'Europe et l'Amérique. Donc, parce que tout est centré depuis des siècles sur le vieux continent européen et sur le développement de l'Amérique, des États-Unis superpuissants pour commander le monde. Sauf que là,
les cartes ont été rebattues et ces pays que l'on qualifiait d'émergents au départ nous ont largement dépassés en termes de développement. Ce qui se passe, c'est que nous sommes dans l'ignorance totale, faute de communication des médias, de leur expansion, de leur influence sur le monde et de la dédollarisation qui est en train d'être mise en place. C'est-à-dire que là, l'Europe, le vieux continent, est déjà très affaibli, mais dépend encore de ses maillages. Mais au fur et à mesure, comme on perd de l'influence sur les anciens territoires colonisés, eh ben, on continue à s'affaiblir, y compris avec une Amérique qui semble forte, mais qui ne l'est pas tant que ça. Et avec les partenaires que Donald Trump a désormais, tels que Elon Musk, mais bien d'autres, eh bien, il peut se permettre d'avoir la folie des grandeurs et de vouloir s'accaparer d'autres territoires comme dans l'ancien temps, comme au temps des croisades, pour contrer l'hégémonie grandissante des BRICS. Tu voulais dire quelque chose, Michel? Déjà mettre Oui, des taxes en place, en tout cas. Alors, barrière douanière. il est évident que les contradictions du système capitaliste vont se développer. Il est que notamment l'Europe sera obligée de réagir face, même si pour le moment il n'y a pas de réaction, mais l'Europe sera obligée de réagir lorsque ses intérêts seront mis en cause par l'augmentation des droits de douane, notamment pour les États-Unis, pour l'Allemagne, la France, ainsi que d'autres pays, là, les Pays-Bas, etc. Donc, à un moment donné, il y aura une réaction. Et tu as écrit guerre commerciale, c'est ça. Oui, c'est ça. Bon, alors, il a annoncé il est certain, tu as raison de noter que les BRICS, bon, c'est une tentative d'échapper à la domination américaine, notamment par la création d'une banque de développement, à dédollariser le commerce international, de sortir de la domination du dollar. Et bon, à l'heure actuelle, les BRICS sont pas loin de représenter près de 45 à 50% du produit intérieur brut international. Bon, autrement dit, la tentative de Trump, c'est une tentative de résister au déclin des États-Unis. Exactement. Il y a un processus de déclin économique des États-Unis, de l'Occident. De l'Occident. Alors, le MAGA, c'est quoi? Make America Great Again. Bon. Mais cela ne va pas aller sans opposition, sans contradiction. Donc, sans compter sur le plan idéologique, on a bien vu le rôle. Moi, ce que j'ai surtout observé, moi, c'est le rôle des religions, les religions dans cette investiture, les religions évangéliques, et même... Mormon aussi. Bon, alors, il s'est même accroché avec une femme qui était évêque de New York. Effectivement, qui l'a remis à ça, Bon. Sur la situation des LGBTQ en plus. Bon, qui l'a repris. Donc, si tu veux, pendant que vous parlez de ça, qu'est-ce que vous pensez? Ça me vient là, cette histoire de... Pour lui, on est homme ou femme? C'est toujours très compliqué parce qu'on n'est pas non plus dans la tête des gens qui ont des désordres psychologiques par rapport à l'appartenance à l'un ou l'autre sexe. Je ne sais pas ce qu'ils ressentent. Cependant, il y a des gens qui disent qu'ils n'appartiennent à aucun sexe. Et pourquoi les forcer à être dans l'un ou l'autre? C'est l'évolution du temps aussi, c'est l'évolution de la société, l'acceptation de qui on est. Les choses ont changé, quoi. Donc, les gens, je sais pas, je ne peux pas leur faire la leçon de là où je suis pour leur dire non, tu es homme ou femme. Moi, les gens, en quoi ça gêne, en fait? Les hommes et les femmes, en quoi ça les gêne?
les gens, ils ressentent un certain nombre de choses, qu'ils ont le droit d'être ce qu'ils sont. Alors, bizarrement, Donald Trump et Elon Musk sont gênés par le fait d'avoir une appartenance, une orientation sexuelle. Mais les principes de transhumanisme, c'est-à-dire le fait d'optimiser des fonctionnalités du corps humain avec soit des substances chimiques, soit des principes électroniques comme des puces que l'on implante. D'ailleurs, il y a déjà eu des expérimentations qui ont porté du fruit. Alors, à la base, on se fait passer pour des scientifiques bienveillants qui veulent redonner de la fonctionnalité aux membres d'un tétraplégique. Ça a été le premier à s'être fait implanter une puce par Elon Musk. Mais les principes de transhumanisme, dans le sens éthique et y compris à des fins militaires, ne nous mentons pas, c'est quand même particulièrement préoccupant. Alors, quand on fait passer l'orientation sexuelle de manière prioritaire, tandis que le transhumanisme, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, où allons-nous? Parce que dans ces exploitations-là... En quoi ils gênent les autres? C'est un truc que je n'arrive pas à comprendre. Mathieu, cette histoire d'homme ou femme? Moi, j'ai vu, excuse-moi, j'ai un petit peu la section de voix, j'ai vu simplement qu'il a pris un décret pour pouvoir dire qu'en gros, ce n'est pas à l'État, à eux, de financer, et à ce moment-là, il a coupé les vivres sur l'ensemble de tous les financements, tout ce qui était mis en place, tout ce qu'avait mis en place l'administration Joe Biden et avait mis en place là-dessus, et que toutes les personnes qui font partie effectivement, par exemple pour simplifier l'armée, etc., tout ça, seraient virées, du jour au lendemain, ont été virées, certains ont déjà commencé à être licenciés, et en tout cas qu'il a pris des mesures assez radicales et qu'il n'existe que de sexe homme et femme. Et tu l'as dit tout à l'heure là, il y a un gros travail, il y a un gros lobbying qu'il avait déjà dit avant, parce que rappelons qu'il a été soutenu par qui? Il a été soutenu énormément financièrement par Elon Musk, plus de 110 millions de dollars dans sa campagne, certains parlent même de 200 millions de dollars qu'il est déjà en train de récupérer, parce qu'il y a certains décrets en tout cas qu'il a déjà mis en place qui vont dans son sens, mais il a été très soutenu aussi par les différents mouvements religieux, notamment, on l'a dit ici, le mouvement évangélique, à qui il avait déjà signé des conventions sur certaines choses qu'il allait mettre en place, et qu'il allait les mettre en place aussi dans certains hauts postes et dans certains ministères, pour simplifier, à ce niveau-là. Donc, on verra bien ce que ça donne à ce niveau-là. Michel Troisiozat? Oui, moi je crois que c'est une volonté, conservatrice, et même Macron a même utilisé pour une fois le terme exact, le mot réactionnaire. Il a dit que c'est une révolution réactionnaire. C'est-à-dire qu'on essaie de récupérer les courants les plus obscurantistes. C'est ce que tu as utilisé comme terme. Les courants les plus obscurantistes qui existent au sein de la société américaine. Mais on en discutait ce matin au comité de rédaction de justice. Il y a des camarades qui disaient qu'ils ont confiance quand même, il y a quand même dans la société américaine, suffisamment de force éclairante qui vont résister à cette... On a vu dans l'entre-deux-guerres et dans la vie des fois, on ne résiste pas. Et puis des dictateurs imposent leur vue. Et puis on est en pleine régression. Je crois que le monde est en pleine régression. Il faut l'espérer. En tout cas, le fait c'est qu'il faut espérer que aussi bien dans le monde entier qu'aux États-Unis même, qu'il y ait quand même une résistance à cette tendance à la régression, parce que c'est comme nous prépare Trump. C'est un monde dangereux. C'est un monde dangereux. Mathieu, non, c'est ce que j'allais dire. Et puis parallèlement, il vend. On ira maintenant, c'est sur Mars. Rappelons qu'en 2017, il avait déjà dit, d'ailleurs avec Elon Musk, c'était déjà son ami. Rappelons que c'est notre entrepreneur qui vient d'Afrique du Sud. Donc moi, quand je pense à l'Afrique du Sud, je pense à l'apartheid, etc. Certaines idées, en tout cas, qu'il véhicule là actuellement, qui me font franchement penser à ça, à ce qui s'est passé en Afrique du Sud, malheureusement. Et
il leur avait déjà vendu pour pouvoir qu'il allait en 2017, et on irait sur la Lune. Retourner sur la Lune. On irait sur la Lune, retourner, voilà, programme Artemis, en lien avec la NASA, qui coûte très cher, qui a coûté des milliards et des milliards d'investissements. Normalement, la NASA fait que repousser d'ici, à ce qui paraît, 2-3 ans, ils iront dessus. Rappelons que ça a créé des emplois, donc c'est pas sûr que ça passe au Congrès d'ailleurs, parce que le Congrès considère qu'on a déjà dépensé trop d'argent et qu'il faut aller sur la Lune avant, parce que rappelons que comme il est dans une guerre avec les Chinois, parce qu'il a dit qu'ils sont de l'accord de Paris, parce que les Chinois, c'est eux qui polluent le plus et qu'ils continuent à produire, alors que rappelons que les États-Unis, c'est le deuxième pollueur, Vraiment, juste une parenthèse, deuxième pollueur mondial à ce niveau-là, et les Chinois ont déjà dit, eux par contre, qu'ils iront sur la Lune d'ici 2030. Et puis donc, il y a l'enjeu de la face cachée de la Lune aussi. Voilà, il y a cet enjeu c'est ce que j'allais dire. Scientifique très important. Donc, ce qui fait que ira-t-on vraiment sur Mars, etc. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'en sais que c'est fait pour faire plaisir à celui qui a financé sa campagne à plus de 100 millions de dollars en tout cas. Alors, rapidement, Karine, et ensuite tu vas nous parler un petit peu de la Palestine aussi, je crois. C'était pas dans le programme. Oui. Non, mais on laisse parler Karine sur ce sujet-là. Alors, déjà, par rapport à ce que tu disais, par rapport à la conquête de l'espace, hier, Elon Musk a dit qu'il s'intéressait aussi à Neptune et voire à d'autres planètes dans le système solaire. Donc grand bien lui fasse si ces dirigeants qui ont la folie des grandeurs peuvent tous partir ensemble et puis pas virer, ça nous ferait des vacances, la Terre serait plus légère. Mais au-delà de ça, on peut s'inquiéter de la montée du fascisme parce que n'oublions pas que le principe même du fascisme, c'est d'éteindre tout type de revendication contraire et d'utiliser les puissances institutionnelles contre une pensée qui ne serait pas de l'ordre de la pensée unique que l'on veut imposer. Et l'histoire nous a montré que c'était une erreur de fonction. Parce que quand on regarde bien, Hitler est arrivé au pouvoir démocratiquement. Et pourtant, il avait une filiation qu'il voulait cacher aux socialistes à l'époque parce qu'il pointait du doigt les juifs. Et je crois que c'est son arrière-grand-mère ou son arrière-grand-père qui était juif. Bref. Et donc, mais il est arrivé au pouvoir démocratiquement. Donc, on peut s'inquiéter de la direction que l'on prend, de tout ce qui est mécanisme que l'on utilise pour influencer la pensée, pour que la pensée soit conforme à la pensée unique que l'on veut imposer, et dans les différents mécanismes, tuer tout type d'opposition. Et excusez-moi pour amener les choses à notre premier sujet, ce qui n'est pas comparable en termes d'ordre. Mais que fait la France ? Si ce n'est faire taire les personnes qui mettent en évidence les failles du système et qui ne sont pas dans la conformité de la pensée que l'on veut imposer. Alors, on va parler un petit peu de la Palestine, Mathieu. Non, parce que effectivement, c'est important quand même ce qui se passe dans cette région du monde. Il y a un cessez-le-feu qui a été mis en place quand on sait qu'il y a depuis plusieurs mois, on voit des milliers de personnes mourir et on parle de près de 60 000 personnes qui sont décédées, dont Israël avait dit qu'ils allaient raser, éradiquer le Hamas. Ils ont tué environ, d'après les études américaines, 20 000 membres du Hamas, mais malheureusement, quand je dis malheureusement, les Américains disent aussi que le Hamas a pu déjà recruter près de 20 000 nouvelles personnes, et ça s'est vu d'ailleurs dans certains défilés qui ont eu lieu, qu'on a vu les temps derniers, mais ce qui est important, c'est qu'il y a un accord qui a pu être signé de cessez-le-feu, parce que quand on voit Gaza est détruit à 95%, et on est très inquiet, en tout cas moi je suis très inquiet pour l'avenir de ces personnes qui auront du mal à s'en sortir, parce qu'il n'y a plus rien là-bas, que ce soit en matière d'infrastructure, mais pour avoir de l'eau, de l'électricité, ça sera très dur pour eux. Donc il devrait y avoir une mobilisation internationale pour pouvoir aider ces personnes-là. Et rappelons, l'accord, c'est quoi ? L'accord, c'est 33 prisonniers, en tout cas israéliens, qui doivent être libérés, contre en gros 1000 prisonniers palestiniens. Et le ratio, c'est quoi ? Le ratio, c'est un civil contre 33 prisonniers palestiniens et un militaire contre 50 prisonniers palestiniens. En gros, c'est le ratio. Beaucoup de personnes, en tout cas en Israël, s'opposent à cet accord, mais on se bat. Et donc, en tout cas, moi, j'espère quand même que cet accord va pouvoir perdurer, qu'on va pouvoir apaiser cette région du monde et qu'on va arrêter les massacres qui s'y passent depuis quelque temps. Oui, Valérie. Juste, je veux revenir un petit peu sur ce qu'a dit Karine. C'est une fake news, hein. Les origines juives d'Hitler, hein. C'est né après la Seconde Guerre mondiale, c'est pas vrai du tout. Donc c'est une fake news et c'est pas quelque chose de prouvé. Voilà.
Alors, sur la Palestine, Michel, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Non, mais bon, il est certain que le problème maintenant... Rapproche-toi le micro, c'est bien. Rapproche-toi du micro. Le problème maintenant, c'est que le Gaza est complètement détruit, quoi. Oui. Et que, d'après ce que j'entends, les camions de l'aide humanitaire... C'est 600 par jour qui, normalement, dans l'accord, pourront rentrer ont du mal à pénétrer. Mais effectivement, l'accord, c'est 600, mais effectivement, tu as raison, ils ne peuvent pas rentrer. Voilà, ils ont du mal. C'est ça. Et le problème se pose maintenant, on se trouve en face du problème de la reconstruction de Gaza. Alors, dans un premier temps, il faut faut alimenter, faire une aide humanitaire à la population, mais en même temps, pour pouvoir faire une aide humanitaire, il faut pouvoir avoir des infrastructures, des services publics, notamment tiens, tu parlais de la santé. Donc, voilà. Et donc, c'est un travail important et il faut absolument que les puissances occidentales se liguent pour forcer Israël à respecter cet accord. Parce qu'ils ont quand même lancé une offensive en Cisjordanie, à Jenin. Oui, dans le même temps. Oui, parallèlement, oui. C'est bon. Il n'y avait aucun moyen de faire Israël arrêter ce massacre. Parce que comme ça fait un an, ça fait plus d'un an que ça... moyen, c'est d'arrêter Israël est tenu en comment dirais-je, est biberonné par les fonds américains et les armes américaines. Bon. Biden n'a pas cessé d'alimenter Israël en armes et en crédit. D'après ce que j'ai compris, si les Américains arrêtent pendant un jour la fourniture d'armes à Israël, l'armée israélienne ne peut plus attaquer. Donc c'est ça le problème. La dépendance extrême d'Israël à l'égard de l'aide militaire et financière américaine, c'est le moyen d'arrêter Israël. Et Benjamin Netanyahou a excusé le geste de Musk. Ah oui. Le salut nazi. C'est ce que j'allais dire. On va loin, ça va loin. Hein. Et c'est cette dépendance-là dont tu parles, Michel, qui fait qu'un juif accepte un salut nazi de la part d'Elon Musk. Alors, Trump a dit, une fois élu, les guerres vont s'arrêter en Palestine, en Europe aussi, en Ukraine. Dès le premier jour de sa mandature. Il est à son deuxième jour déjà. Les guerres ne sont toujours pas arrêtées. Mais bon. Parole en bouche pas charge. Ouais, mais quand même. Il menace de sanctions la Russie. Pour l'instant, ça ne se voit pas encore. Par contre, ça se traduit par une augmentation du cours du pétrole, du prix du baril. Donc, s'il faut qu'on se retrouvera très vite une augmentation à la pompe. La Russie est très circonspecte sur les déclarations de Trump, comme d'habitude. Notamment le porte-parole de Poutine, Peskov. Peskov, qui est ce qui me frappe chez ces gars-là, c'est la modération et la modération de leurs propos. Les Russes? Hein? Les Russes? Les Russes. C'est la modération de leurs propos. Tu as une sympathie particulière pour les Russes? Ils ont été formés par là, ils ont été formés. Oui, j'ai une sympathtie particulière. La génération Armand Nicolas, etc. J'ai une sympathie particulière parce que les Russes ont conservé de l'Union soviétique une certaine discipline, une certaine rigueur, et dans l'analyse du rapport de force politiques mondiaux et de géopolitique. Bien, voilà. Juste pour terminer... Et les purges de Moscou et tout ça aussi. Voilà, les purges de Moscou. Alors, pour terminer, puisque Grégory nous a déjà mis le signal depuis un moment, un nouveau préfet, un nouveau procureur à la Martinique,
Est-ce que vous avez entendu parler de ces deux personnes? Oui, plus ou moins gros, oui. Ouais. C'est-à-dire que le nouveau procureur, il vient de Mayotte, hein, on l'a vu. À Mayotte, il a été connu pourquoi? Il a été connu surtout pour avoir mis en place des politiques, je crois. Entre autres, mais bon, ça peut se retrouver partout en fonction de l'actualité, des différentes choses. Mais il a été... Mayotte, c'est la prison qui a le taux d'incarcération le plus important de France. Hein. Rappelons 121 places pour plus de 370 à peu près prisonniers. Mais il a été connu pour avoir mis en place aussi beaucoup de comparutions immédiates. Donc avec une justice qui va très vite. Quand on sait derrière ce qu'il y a derrière la comparution immédiate, ça se traduit souvent par des peines plus longues, mais d'ailleurs ça se traduit par une prison beaucoup plus remplie. Donc à ce niveau-là, c'est pas les avocats, en tout cas de manière générale, ne partagent pas les comparutions immédiates parce qu'ils disent qu'on n'a pas vraiment le temps de défendre et de préparer sa défense, et ça se traduit dans toutes les études le montrent par des peines beaucoup plus lourdes qu'à la normale. Alors, Karine, sur ça, sur l'arrivée des deux préfets et procureurs. Il semblerait que le prochain préfet prenne ses fonctions début février, que le prochain procureur prenne ses fonctions à la fin du mois de janvier, donc probablement la semaine prochaine. J'ai quand même une pensée pour nos compatriotes de Mayotte, qui depuis quelque temps sont invisibilisés par l'après-passage loupé d'Emmanuel Macron et des membres de son gouvernement. Nous attendons des nouvelles fraîches, puisqu'ils ont eu un autre cyclone qui est passé sur leur territoire. Donc j'ai une pensée pour eux. Très bien. Valérie? Ce sont des hauts fonctionnaires, ils arrivent, ils repartent 3 ans après, voilà. Rien à déclarer. 3 ans seulement qu'ils font. 3 ans. En moyenne, oui. En moyenne, 3 ans. Voilà, ils viennent, ils font un peu leurs armes chez nous. Ils sont souvent bien nommés après. Mais franchement, rien de nouveau sous le soleil martiniquais pour moi. Si je peux juste me permettre d'ajouter une information, il y a 2 fois plus de préfets sur la France qu'il n'y a de préfectures. Donc il y a des préfets qui ont le salaire de préfet, mais qui ne sont pas en fonction. Et là aussi, on peut se demander si on pourrait faire des économies étatiques de cet ordre. Oui, parce qu'en fait, ils ont un salaire de préfet, mais il y a 2 fois plus de préfets qu'il n'y a de préfecture. Et je ne parle pas de sous-préfets, je parle de ceux qui ont le titre de préfet. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'en Martinique, nous n'avons pas des procureurs ou des préfets antillais? En général, on ne les nomme pas sur les territoires, même en France. On ne les nomme pas sur les territoires d'où ils sont. En Guadeloupe, il y en a une il n'y a pas longtemps. Mais en général, c'est un vieux principe qui date de la Révolution française. C'est-à-dire? C'est le principe comme quoi on évite de nommer quelqu'un issu d'un territoire pour exercer des fonctions d'autorité. Ok, ça c'est depuis l'époque de la Révolution française. Ça veut dire qu'on n'aura jamais comme chef de la police nationale ici des Martiniquais. Ça veut pas dire jamais. C'est pas possible. C'est pas une histoire de jamais. C'est un principe qui perdure. Mais enfin, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Non, puisque la ça s'est déjà produit. Ça s'est déjà produit. Tout comme on disait que souvent, là où je simplifie, dit qu'à l'ONF, qu'on n'a jamais vu de personne, en Guadeloupe aussi, malheureusement encore en Guadeloupe, la directrice de l'ONF, c'était une Guadeloupéenne. Bon, moi, en Martinique, je n'ai pas encore vu ça, mais bon, en tout cas... Donc en Guadeloupe, ils sont plus cool, j'ai envie de dire. Non, c'est une question, je pense, de nomination, bien sûr. Poste, etc. Donc, en tout cas, moi, je me souviens d'une anecdote d'une réunion d'ici en Martinique avec Nicolas Sarkozy, qui était président en préfecture. Il regarde à droite, il regarde à gauche, et quand il regarde devant lui, il dit non, ça ne peut plus durer. En gros, pour simplifier, il n'y avait que des hautes personnalités. Tous les représentants de l'État qui étaient derrière lui, c'était des personnalités de couleur claire, et devant, il n'y avait que des personnes de couleur noire. Et suite à ça, d'ailleurs, on s'était retrouvé avec plusieurs nominations dans des différents postes ARS, etc., et de personnes d'origine de ces territoires-là qui avaient été mis en place, de nos territoires qui avaient été mis en place. Donc, il avait dit après, que pour les mêmes diplômes. Diplôme égal, etc. On priorise. Mais c'était des. On sait que ça. Donc tout de suite, il y avait eu effectivement quelques nominations, tout de suite, pour pouvoir mettre les choses en place. Mais après, malheureusement, on est retourné dans ce qui se passe depuis de nombreuses années. Donc, malheureusement. En tout cas, si tu veux rester sur le préfet, le nouveau préfet, il a
des fois, on se retrouve avec des gens qui n'ont jamais mis les pieds chez nous et qui ne connaissent pas du tout nos territoires. Là, il a été directeur de cabinet du préfet de Guadeloupe. Il a été aussi au ministère des Outre-mer, etc. Donc, il est censé avoir une connaissance de nos territoires parce qu'il a travaillé sur tout ce qui est octroi de mer, etc., sur différents plans qu'il y a entre l'État et nos territoires. Donc, normalement, c'est quelqu'un qui connaît un peu, qui est censé avoir une sensibilité. Parce que des fois, on se retrouve avec certaines personnes qui n'ont aucune sensibilité. Le temps qu'ils prennent conscience des choses, des fois, on peut se heurter à de grosses difficultés. Mais moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est certaines interviews que j'ai entendues, notamment de Mme Taron, et on sent que, je ne sais pas, qu'ils ont été usés par leur fonction sur nos territoires. En tout cas, c'est ce que je voulais dire en résumé. Parce que j'ai écouté les interviews des uns et des autres et on sent que ça a été compliqué pour eux, qu'ils partent usés de notre territoire. Et c'est la première fois que j'entends ça dans une interview de personnes de haute personnalité qui ont occupé des fonctions ici, à ce niveau-là. En général, ils ne parlent pas, ils ne disent rien. Peut-être même si ça se passe, ils ne parlent pas, ils disent rien. Les recteurs, les rectrices. Oui, les rectrices et les recteurs, c'est autre chose peut-être. Ils partent des fois. Voilà. Mais là, on sent que... Le précédent recteur, Pascal Jean... Oui. Ah, Pascal Jean, c'était un petit voilà, peu... quoi, il a... Alors, moi, j'ai eu quelques tensions avec des élus aussi, d'ailleurs. J'ai connu un préfet qui qui était dans les Yonde. Plusieurs, il y en avait plusieurs. Il y a le ronde, vélo, etc. Et même le préfet actuel, en tout cas, moi, je ne sais pas ce que j'en veux dire. Moi, j'en ai connu, comme tu dis, certains qui faisaient du vélo, certains qui allaient... Celui qui est actuellement, en tout cas, j'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois, sans escorte, en achetant du poisson, je ne veux pas dire où, dans certains quartiers, en se promenant à droite à gauche. Il y en a d'autres que j'ai connus qui faisaient du vélo sur la route, qui couraient, qui machin. Donc ça dépend des personnalités. Non, mais il y en a même pas. Et qui faisaient de la yole aussi, d'ailleurs. Bon, on en a connu aussi de très suffisants. Et puis, par contre, il y a eu l'inverse aussi, voilà. On en a connu aussi. C'est ce que j'allais dire, il y a eu l'inverse aussi. Donc après, ça dépend des personnes et des... On en a connu un de vous mettre debout quand vous rentrez dans la salle. Oui, il y avait celui-là qui demandait de devenir... Qui vous demandait de vous mettre debout quand il rentrait dans la salle, ça je me souviens de ça. Alors, il y en a un singulièrement qui a été même flashé dans un téléphone. Un préfet qui s'est fait flasher au téléphone. On a connu ça aussi. Oui, ça. Et on a un préfet qui s'est fait filmer au téléphone au volant, dernièrement. Enfin, on a connu, voilà. Ce sont des êtres humains comme tous. Tout à fait. Voilà. Alors, merci, on a terminé. Alors, le petit Milan de la semaine dernière, c'était quoi, vous vous rappelez? C'était par rapport à Obama, tu as dit? Voilà, Obama et Michel qui devaient divorcer, voilà. Alors, on va continuer sur ce Milan-là. Obama était à l'intronisation de Trump tout seul. Michel n'était pas là. Et depuis quelque temps, il voyage tout seul, enfin séparément. Donc le Milan continue, c'est passé divorce ou pas. Pour vous, voilà. C'est pour vous. On regarde comment ça fait plaisir à Michel. Donc je suis obligé de regarder. J'ai observé effectivement, on l'a filmé à plusieurs reprises, arrivant tout seul. Voilà. Je n'ai pas entendu parler de ce Milan-là. Ah bon? Non, moi non plus, mais on peut... Comme quoi il se serait parlé de sa femme. De sa femme, je ne savais même pas. J'apprends un Milan. L'ensemble des présidents qui étaient là étaient seuls, il me semble. L'ensemble des présidents qui étaient présents à l'intronisation, il me semble qu'ils n'étaient pas accompagnés. Ah ouais? Il me semble. Je crois pas Bill et pas Melinda. Hillary. Hillary. Clinton, ils étaient là ensemble. Oui, mais et elle a même... Elle a été quand même candidate, etc. Là, c'est différent. Oui, mais lui, c'est un ancien président quand même. Il était accompagné de sa femme. Alors, on a fini, vas-y rapidement, parce que oui, alors, très rapidement, je communique sur une excellente nouvelle avec l'Africa Mundus, donc l'ensemble des diasporas africaines décolonisées. Le fils de Marcus Garvey, Julius Garvey, et moi aussi, j'ai prêté ma contribution à cette démarche de demande de grâce présidentielle pour Marcus Garvey à titre posthume. Et dimanche matin, Joe Biden nous a donné son accord de grâce présidentielle à titre posthume pour Marcus Garvey, donc ce noir américain mort en 1940 qui a milité pour l'unité des Noirs et l'égalité des Noirs aux États-Unis et dans le monde. Donc, merci à Joe Biden. Bien. Je ne savais pas. Moi non plus. Oui, ça s'est passé, c'est les derniers décrets qu'il a signés. Oui. Oui. Merci à tous les quatre. Voilà. Merci à toi. Merci Mano beaucoup. Et merci à tous. Merci à Grégory pour la réalisation. Merci à son assistante dans le nodal avec lui. Et bon week-end à la semaine prochaine si Dieu veut. Bye bye.